je vais donner maintenant la parole à Denis Vernant, qui est professeur de philosophie, entendu comme logique, histoire de la philosophie contemporaine et pragmatique. Alors, pour la petite histoire, quand dans mes activités de philosophie Urbi et Orbi, on me dit « Ah tiens, voilà, donc vous faites de la philosophie à Grenoble », j'ai toujours tendance à dire « Non, c'est pas moi, c'est Denis Vernant qui en fait ». Voilà. Cela dit, donc, pour le faire rougir peut-être, parce que Denis Vernant se caractérise comme le philosophe qu'on connaît à Grenoble, dont l'œuvre est très importante en termes de philosophie du langage, inspirée par Wittgenstein, par Bertrand Russell, donc par les grands philosophes du XXe siècle. Il est directeur depuis de nombreuses années du Centre de recherche philosophique de l'Université Pierre-Mendès France, à savoir le cercle philosophie, le Centre de recherche philosophie, langage et cognition, donc qu'on résume en PLC. PLC, c'est le cercle le Centre de recherche universitaire des philosophes grenoblois. Alors je fais moi-même partie de ce centre, c'est pour ça que je flatte mon patron. Alors, donc toute fatuité mise à part, Denis Vernant est l'auteur de nombreux ouvrages, et je me concentrerai sur le dernier, qui est apparu en 2009 et qui est apparu chez Vrin, à Paris, et qui s'intitule « Discours et vérité ». Le sous-titre est le suivant: « Analyse pragmatique, dialogique et praxéologique de la véridicité ». À vrai dire, le sous-titre est assez peu sexy, mais il montre, il indique bien, je vais vous expliquer pourquoi, le type de travail très important à mon avis auquel se livre Denis Vernant. Denis se livre à une analyse qu'on pourrait dire politique, à bien des titres, politique du langage. Le langage est compris par Denis à partir de ses actes concrets, de ses expressions concrètes. Il s'agit pour lui de prendre en compte le dialogue, de concevoir le langage comme dialogue, et donc, pour ce faire, de montrer les liens intimes qui existent donc entre langage et expérience démocratique. À cet égard, le dialogue démocratique, le dialogue, vise la vérité. C'est pour ça qu'il y a vérité dans le sous-titre. En lisant Denis Vernant, on s'aperçoit que une des fonctions fondamentales du langage est la visée du dire vrai. La visée du dire vrai. Ce sont les régimes différents de véridicité, c'est-à-dire de dire vrai, que l'ouvrage de Denis Vernant, extrêmement précis, lié à la philosophie analytique et à la philosophie des maîtres du XXe siècle que j'ai évoqué, tente d'explorer. Alors voilà, je lui donne la parole après ce lancement ambigu. Merci pour ta présentation. J'ajouterai un seul mot, et je crois qu'il est important. Il ne peut pas y avoir de pragmatique sans un ancrage praxéologique dans la théorie de l'action. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, mais c'est surtout l'action dont je vais vous parler. J'ai compris l'aimable invitation de mon collègue Thierry Minissier comme une incitation à faire le point sur l'époque dont le moteur fut l'idée de progrès, et à s'interroger sur la situation actuelle. Cette interrogation s'enracine dans le sentiment diffus mais insistant qu'une époque s'achève, et avec elle ses promesses de rationalité, de liberté, d'égalité, de fraternité et de bonheur pour tous. Avant de vous dire 2 ou 3 choses de notre inquiétant présent, je crois utile de vous proposer un rapide rappel du passé. Jusqu'alors, nous avons vécu sur l'espoir né de la Révolution française, époque séminale où Saint-Just faisait du bonheur une idée neuve en Europe, et où Condorcet, traqué, écrivait dans la hâte sa fameuse esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Il s'agissait d'inventer l'avenir, sur la promesse d'un développement continu et limité des progrès dans tous les domaines, idéologiques, économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Voyons cela rapidement. Le champ idéologique peut se résumer par le cri de guerre de Condorcet. Raison, tolérance, humanité. Fille des Lumières, la Révolution lutta contre la superstition pour imposer le pouvoir de la raison humaine universelle.
Il en résulta une exigence de tolérance religieuse et le principe de laïcité. Enfin, fut inventé le concept d'homme, défini initialement par ses droits naturels et par son essentielle perfectibilité. Au plan économique, la religion, cessant de réagir l'ensemble de l'organisation sociale, s'imposa progressivement un système autonome de production et d'échange. Le mode de production capitaliste est censé s'autoréguler et se développer indéfiniment, nonobstant des crises qui ne devaient qu'être de croissance. Il promettait le bonheur individuel sous la forme de consommation de biens matériels. C'est sans doute dans le champ scientifique que les progrès furent les plus rapides et manifestes. Rompant avec l'érudition et l'argumentation d'autorité, la révolution scientifique promit une explicitation de plus en plus précise et profonde de la nature, et même une compréhension de l'homme et de la société par la réalisation du rêve d'art social de Condorcet. Sur les avancées techniques, les scientifiques se greffèrent des potentialités technologiques insoupçonnées, avec notamment l'exploitation de nouvelles ressources énergétiques, l'apparition de la fée d'électricité, des énergies fossiles, avec entre autres l'invention du moteur diesel, le chemin de fer, l'automobile, la machine-outil, les outils informatiques. La promesse était alors celle de ressources inépuisables et d'une exploitation de la nature plus aisée. Sur le plan social, l'histoire du mouvement ouvrier fut celle d'une succession de conquêtes, produisant les acquis sur lesquels nous vivions jusqu'à aujourd'hui. 40 heures, congés payés, suffrage universel, droits des femmes, sécurité sociale, services publics. À cet égard, on peut considérer que le programme du Conseil national de la résistance constitue le rappel exigeant de l'héritage qui scella notre pacte social au sortir de la guerre. Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Nous avons désormais claire conscience que le XXe siècle sonna le glas des promesses passées. L'idéal d'un progrès cumulatif, illimité, qui caractérisa ce que Lévi-Strauss nomma justement les sociétés chaudes, fut cruellement démenti dans tous les domaines par les faits. Du point de vue idéologique, c'est la déesse raison qui chut de son piédestal dans le fracas de la boucherie de 14. La Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. La rationalité ne suffisait en rien à garantir la paix et la fraternité, dans la mesure où elle pouvait se muer en un monstre sournois se présentant sous les traits immondes d'une rationalisation bureaucratique parfaitement inhumaine. Surgit alors une question philosophique majeure qui fut au centre des travaux des fondateurs de l'école de Francfort, dont Horkheimer, Adorno, Marcuse. Comment la sottise, la lâcheté, la bestialité humaine pouvaient exploiter insidieusement les ressources de la rationalité. Plus récemment, c'est aussi l'idéal de tolérance et le principe de laïcité qui se trouvent menacés par la montée des intégrismes, du fanatisme religieux et du communautarisme. Enfin, depuis cet été, c'est la patrie des droits de l'homme qui est mise au banc des nations. Sur le plan économique, les peuples assistent impuissants à la victoire totale du capitalisme, qui en se mondialisant s'émancipe de ses racines industrielles pour se muer en un dispositif financier planétaire, exploitant l'informatique pour déployer ses tentacules délétères. Mais cette victoire est manifestement une victoire à la Pyrrhus. Après celle de 29, une nouvelle crise majeure confirme la faillite du libéralisme effréné et l'échec de l'autorégulation. En dépit de toutes les tentatives de colmatage, fût-elle européenne ou mondiale, il apparaît clairement au peuple que le capitalisme constitue un système aveugle, parfaitement irrationnel et inique. Sur le plan scientifique, le XXe siècle s'ouvrit, vous le savez, sur la découverte de l'atome et s'acheva par la prétendue révolution nanotechnologique. Ces progrès créèrent des potentialités inouïes, proprement démiurgiques,
donnant à l'homme la possibilité d'intervenir au cœur même de la nature et de l'être humain. On l'a évoqué ce matin. Mais la question surgit immédiatement, posée notamment dès 1955 par l'appel Einstein-Russell d'une maîtrise, d'un contrôle effectif de ces nouveaux pouvoirs. Or, l'histoire, malheureusement, semble donner raison à Denis Gabor, prix Nobel 71, vous savez, pour l'invention du laser et de l'holographie, qui proposa le principe suivant en science: tout ce qui est possible se réalise nécessairement. Désormais, les sciences peuvent ainsi nourrir les désirs les plus fous, tels ceux, on l'a évoqué ce matin, des transhumanistes, qui prétendent améliorer, transformer l'espèce humaine elle-même. Du point de vue technologique, les aspects les plus saillants sont ceux de l'épuisement des ressources énergétiques et des effets du système industriel sur notre environnement. La conscience écologique marque la fin définitive du rêve cartésien de devenir maître et possesseur de la nature. La question inouïe devient celle des limites naturelles et même celle de la fin prochaine de l'humanité. Sur le plan social, le temps est celui de la mise en cause des acquis, du détricotage méthodique du programme du Conseil national de la résistance, de la baisse des salaires, du chômage, de l'accroissement scandaleux des inégalités et de la paupérisation d'une grande partie des peuples du monde. Pour finir, la question de Lénine, que faire? En démocratie, on l'a évoqué, la réponse devrait être celle de la régulation politique. Malheureusement, on n'est plus à l'époque de la Constituante et de l'Assemblée du peuple souverain.